entier. Respect, égalité pour les femmes du monde entier. Respect, égalité pour les femmes des cités. Respect, égalité pour les femmes des cités. Respect, égalité pour les femmes des cités. Respect, égalité. Non, contre l'intégrisme. Oui, oui, oui. République laïque. Non, non, non. Contre l'intégrisme. Oui, oui, oui. République laïque. Non, non, non. Liberté, égalité pour les femmes du monde entier. Liberté, égalité pour les femmes du monde entier. Liberté, égalité pour les femmes du monde entier. Liberté, égalité pour les femmes des cités. Liberté, égalité pour les femmes du monde entier. Liberté, égalité pour les femmes des cités. Avec une poignée de femmes des banlieues, Fadela Amara lance, au printemps 2002, un appel dénonçant le machisme et les violences masculines. Quelques mois plus tard, la marche des femmes contre le ghetto et pour l'égalité des mares, elle s'achève à Paris, le 8 mars 2003, en rassemblant plus de 30 000 personnes. Avec des comités dans toute la France, Ni pute ni soumise est un mouvement citoyen qui lutte pour les valeurs républicaines et qui s'est imposé sur la scène nationale et internationale. Fadela Amara en est aujourd'hui la présidente. Voilà la maison des potes. Donc, et là, ici, par contre, c'est là où tout a commencé. Voilà. C'est historique ici. Hein. C'est d'ici qu'est parti, je dirais, ce qui est devenu le mouvement Ni pute ni soumise. Hein. C'est là qu'on a accueilli des filles qui étaient en difficulté. C'est là où on a pensé comment on allait mettre en place un projet justement qui mette en mouvement des femmes et des filles des cités pour lutter contre le machisme dans les quartiers. Toute l'année 2001, on n'a fait que ça. On a organisé donc des états généraux locaux. Marseille, Lyon, Strasbourg, Lille, Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand bien sûr. Et ça a abouti aux états généraux en 2002, en janvier 2002 à la Sorbonne. Donc à la fin de ces états généraux, on a lancé ce fameux appel. Et quand on a lancé l'appel, on l'a appelé Ni pute ni soumise. Nous, femmes vivant dans les quartiers de banlieue, issues de toutes origines, croyantes ou non, lançons cet appel pour nos droits à la liberté et à l'émancipation. Oppressées par une société qui nous enferme dans les ghettos, où s'accumulent misère et exclusion. Assez de leçons de morale. Notre condition s'est dégradée. Les médias, les politiques n'ont rien fait pour nous, ou si peu. Assez de misérabilité. C'est vrai qu'on entend que c'est une minorité agissante, c'est pas vraiment le bordel dans les quartiers, ça se passe plutôt bien, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui font des choses formidables. Je sais, j'ai grandi dans le quartier, j'ai 30 ans, je sais ce qui se passe dans les quartiers, et c'est chaud les quartiers, et que c'est chaud pour les filles. J'ai pas envie de refaire l'histoire, mais il faut se rappeler de Sohan. Il faut se rappeler des jeunes filles, une fille de Bordeaux qui a pris 30 coups de couteau. Il faut se rappeler de mon amie à Clermont-Ferrand qui a été égorgée. Il faut se rappeler de tout ça, l'effet de Samira Bellil. Il faut se rappeler de tout ça, il ne faut pas oublier, putain bordel. Il ne faut pas oublier ces choses. Ça se passe à l'extérieur, et pendant très longtemps, personne ne disait que ça se passait aussi dans nos quartiers. Pendant très longtemps, on regardait des gens qui se faisaient violer à l'extérieur des quartiers, on avait des faits divers qui se passaient à l'extérieur des quartiers. Et dans nos quartiers, il y avait des frangins qui se faisaient tirer dessus, il y avait des filles qui se faisaient tuer, il y avait des filles qui étaient violées, il y avait des filles qui subissaient l'inceste. Et tout ça, tabou, tabou, tabou. Elle est venue hier, la meuf là, j'ai écrit à la main. Ça? Ouais. Elle est pour avocat, ça? Ouais, c'est un mariage forcé. C'est une Malienne, elle a 20 ans, je crois. 21 ans. Elle est mariée religieusement au Mali. Son mari, il est là. Elle est en CDD, elle est cuisinière à la mairie de Paris, donc elle travaille. Elle est quand même à la rue, elle est hébergée par des gens, là, en ce moment. Elle n'a pas de logement, donc voilà. Elle est disponible tous les jours à partir de 15h, elle finit à 15h. Le boulot, voilà. Elle a son portable, ouais. Donc elle veut savoir comment elle peut annuler le mariage. Tu vois, et elle est française ou pas? Elle est française, ouais.
Est-ce que tu as quelques témoignages sur lesquels on peut travailler ou pas? En termes de contenu, là. Moi, j'ai les agressions familiales. Conflits familiales, agressions verbales aussi, dans la rue. Violence conjugale. Violence conjugale. Tout ça, il faut que je liste. D'accord. Tiens, ça c'est pour 15h. T'as noté 15h, rendez-vous? Vu qu'il y en a une qui est annulée, ça tombe très bien. Donc si elles viennent vraiment à 15h... Violence sexuelle. Ouais, c'est sûr. Violence conjugale et mariage forcé. Moi, j'avoue que j'ai pas vécu des situations graves ou un mariage forcé mais que dans mes rapports avec les gens, dans ma façon de m'envisager aussi en tant que personne, en tant que fille, je sais très bien que les problématiques que Ni pute ni soumise soulève, ça pouvait complètement me toucher en fait. C'est un mouvement qui justement permet aussi de dire... Tu peux aussi t'assumer en tant que femme au milieu des hommes, même si la cité, ou les quartiers, ce qu'on appelle maintenant comme ça, t'impose des carcans où il y aurait des lois, la loi du mec ou la loi qui fait que en tant que fille, il faut pas sortir, faut pas faire ceci, faut pas t'habiller comme ci, en gros, faut pas vivre ton corps de femme. J'étais beaucoup garçon manqué pendant longtemps, pendant très très longtemps d'ailleurs. Et en fait, mais j'avais vraiment intégré ça. Pour moi, c'était normal. J'étais un garçon manqué, voilà. Je traînais que avec des garçons, je jouais au foot, je m'habillais comme eux, je marchais comme eux, je parlais comme eux. Mais c'était une façon de me protéger aussi. Je voulais pas qu'ils me voient comme une fille, parce que je voulais du respect. Et ça aussi, c'est un problème. Pour avoir du respect, il faut passer par les codes des garçons. C'est comme du style, une femme, elle doit se respecter, et un mec, faut le respecter. Tu vois la nuance un peu? Une femme, elle doit se respecter. Et respecter l'homme. Elle doit se respecter, quoi. Elle doit faire attention. Mais un mec, on doit le respecter. Tu vois la différence? Pourquoi j'ai adhéré à ce mouvement? C'est parce que c'est un mouvement mixte. Pas au sens féministe, au sens où on l'entend péjoratif, où ce sont que des femmes qui militent que pour les femmes. Pour moi, c'était un mouvement mixte qui prône les valeurs d'égalité contre les discriminations. Voilà pourquoi je me suis reconnu. Et donc le vécu et puis ce que j'ai pu constater au quotidien, même si j'habite pas dans un quartier qui est forcément difficile avec un torfeau de délinquance et tout, je vais pas dire ça parce que c'est pas le cas dans mon quartier. Les choses se passent même assez bien. Mais effectivement, quand je vois des jeunes filles très belles, il y a 4 ou 5 ans, très sexy, même pas forcément sexy, enfin qui s'habillaient comme elles en avaient envie, etc., coquettes, voilà, et qui aujourd'hui sont voilées de la tête aux pieds, je comprends pas. Et j'essaie de comprendre, et j'essaie de trouver des réponses. Quand j'avais 13-14 ans, que j'étais sur Paris, quand j'étais au collège, parce que jusqu'à 14 ans j'habitais en banlieue parisienne, je ressentais pas du tout les choses de la même façon, quoi. Et vraiment, les filles, on était quand même beaucoup plus... on pouvait être plus indépendante, quoi. Maintenant, j'ai vraiment je vois la situation de certaines filles dans quelques milieux sociaux que ce soit, dans quel quartier que ce soit, fait très peur, quoi. Alors, d'où vient tout ça? C'est compliqué, quoi, mais il y a vraiment une régression. Avant, c'était plus facile pour nous d'exister, quoi. Au vu de la situation, de l'analyse politique de la situation dans les quartiers, j'étais convaincue d'une chose, c'est que si on devait changer quelque chose, bouger, ça passerait par les filles et par les femmes. C'est pour ça que d'entrée, j'ai dit on va faire une initiative pacifique. Et comme moi je suis très admirative de Martin Luther King et de Gandhi, l'idée d'une marche pacifique, elle s'est imposée d'elle-même. À la fois bien sûr pour interpeller l'opinion publique et par ricochet interpeller les pouvoirs publics. Donc on l'a appelée la marche des femmes contre le ghetto et pour l'égalité. On est parti à 6 le 1er février 2003. Donc il y avait 4 filles et 2 garçons. Il y avait Samira Bellil aussi qui était là dès le départ. Il y avait Kaina qui est la sœur de la petite Sohane, donc la petite jeune fille de 19 ans qui a été brûlée vive à Vitry. On est d'abord parti de Vitry pour lui rendre hommage. Parce qu'elle est morte, cette jeune fille, tout simplement parce qu'elle a refusé de céder à la loi de la cité, à la loi du plus fort, et qu'elle a voulu vivre jusqu'au bout comme une femme libre, et elle l'a payé de sa vie. Pendant 5 semaines, on a sillonné la France, c'est énorme, énorme. On a vu des milliers de gens, on a parlé beaucoup, on a beaucoup pleuré aussi.
Je me souviens de cette gamine de 16 ans qui m'avait dit, bon, elle vivait un petit peu l'enfermement aussi, et elle m'a dit, depuis que j'ai 11 ans, je rêve de quelque chose, d'une initiative qui me pousse à rentrer justement et à me battre pour ma propre liberté. Et elle me disait, pour moi, la marche, elle est importante parce que je sais, avec tout ce que j'ai entendu dans le débat, les 3h30 de débat, je sais que celles qui habitent à Strasbourg, celles qui habitent à Marseille, celles qui habitent en région parisienne, celles qui habitent à Clermont-Ferrand ou à Nantes, etc., qui vivent dans ces cités comme moi, elles vivent la même chose. Et puis aussi, il y a des témoignages qui m'ont vraiment touchée. C'était les témoignages des pères et des mères de famille. C'était dur ce qu'ils disaient, ils ont raison, et moi je partage complètement leur analyse. Hein. Quand ils disent on n'est pas venu en France, on n'a pas immigré pour que nos enfants ils deviennent soit violents, ou soit ils ont comme perspective d'avenir la prison, ou de basculer dans l'islamisme, ou alors d'être discriminés. C'est pas facile, il a dit nous on n'a pas eu de droit, c'est vrai que vous êtes battus et tout ça, mais bon, la 3e génération elle est dans une situation extrêmement délicate et ils n'ont pas tellement de perspectives d'avenir. Chaque fois, moi, je leur ai dit, il faut continuer, il faut réinstaurer un dialogue avec les enfants, il faut continuer à marteler les valeurs, marteler le respect, etc. Il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas les exclure non plus. Ils ont besoin aussi, eux-mêmes, là où ils sont dans leur propre connerie de fonctionnement, ils ont besoin qu'on les rattrape et qu'on les tire et qu'on les ramène et qu'ils deviennent des citoyens actifs avec des vraies valeurs. Voilà, il y a 3 ans, j'avais 16 ans, j'ai été victime d'un viol. J'étais avec une amie et nous avions rencontré des gars. Un jour, ils nous avaient donné rendez-vous, toutes les deux. On y allait toujours à deux, on se croyait plus protégés. Il pleuvait, donc M décide de nous amener chez lui. Il n'y avait personne. Nous acceptions. Nous étions en train de regarder la télé quand S prend ma copine à part dans la chambre. 5 minutes après, j'entends des cris. J'essaie de me précipiter dans la chambre, mais M retient et me plaque au sol. Il ouvre mon pantalon, je lui demande qu'est-ce que tu fais. Et je crie, il me frappe, m'insulte. Je pleure, je lui demande pourquoi. Il me répond parce que tu es une femme, tu es une salope. Il me demande de le sucer, je refuse, je pleure. Je l'implore, rien. Il enfile sa putain de queue dans ma bouche, j'étais humiliée. Puis il me prend par les cheveux et m'amène dans sa chambre. Là, je vois ma copine S, elle était en pleurs. Il la tenait et l'a frappée. Puis M et S sont partis et nous ont laissés toutes les deux dans la chambre fermée à clé. Pendant 5 minutes, on a cherché par tous les moyens de nous enfuir. Mais on était au moins au 10e étage. Quand ils sont revenus, ils ne sont pas revenus seuls. Ils étaient avec une dizaine de connards. M a dit, les voici, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais je prends mon pied en premier. Puis il a dit, salope vous êtes, salope vous resterez. Et à ce moment-là, j'ai compris que ma vie allait tourner au cauchemar. Finalement, j'ai dû rentrer chez moi, j'ai porté plainte et raconté à mes parents. Mais j'ai dit que je ne connaissais aucun gars de peur des représailles. À la suite de la lecture de ce témoignage choquant, nous avons décidé de travailler sur ce thème, car cela peut être malheureusement des choses qui peuvent arriver à n'importe qui et n'importe où, et pour prendre conscience de l'insécurité dans laquelle on vit au quotidien. Bon, mais alors c'est le témoignage qui nous a le plus choqué, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous feriez à la suite de ce type de lycéens, on va dire. Souvent, quand on discute avec des lycéens et des jeunes, notamment particulièrement avec les garçons, on leur explique que même si, souvent, ça commence très vite en réalité, il suffit juste qu'une fille dise non pour quoi que ce soit, le garçon peut avoir tout de suite un comportement négatif. Ça commence tout simplement par le fait de dire « Oh, t'es conne, tu comprends rien ». Déjà, rien que ça, c'est déjà le début du manque de respect. Et quand on arrive à ça, ça peut après s'accélérer, tomber sur, quand il y a un refus pour autre chose, une claque. Et donc c'est le processus de la violence qui s'engendre et qui peut aboutir justement à ce type de témoignage malheureusement. C'est pour ça que je le dis tout le temps, dans les comportements
dans la façon d'être, dans le parler, toujours le respect avec un grand R. Définition Robert et pas définition mafieuse on peut le voir dans les cités, notamment dans le fonctionnement du Qaïda. C'est très important. Quand vous êtes entre garçons et filles, préservez-vous toujours dans la communication et le comportement. Faites en sorte que ce soit toujours dans le respect. Alors, comité de Nantes. Nantes, c'est Samira, c'est ça? D'ailleurs, c'est pas le nom. Je sais plus. Nantes, c'est un gros comité, ça. Elle s'appelle comment déjà? Samira. Samira, avec Manu? Ouais. Comité de Tourcoing. Tourcoing, c'est juste à côté de Lille, c'est ça? Ouais, un peu plus bas. Voilà. Le comité de Rouen. Ni victime ni battu. C'est bien ça. Ah, c'est le nom de l'association qui ne porte pas le nom du comité. Elles ont demandé si elles pouvaient bien nommer leur comité ni victime ni battu. Parce que c'est en milieu rural et surtout les violences conjugales. Comité de Cercé. Je sais pas où c'est. 79. Ben on l'avait mis là la dernière fois. Regardez. Hein. 79 sur Internet. Comité de Toulon. Je sais pas si Toulon. Toulon, Ali. C'est là. Je trouve qu'on est un mouvement aujourd'hui progressiste. C'est vraiment, on avance à grands pas, on pointe sur des choses très dures, très violentes. On commence par en bas, quoi. Voilà. Parce que les premières victimes, c'est toujours les femmes. Donc là, au lieu d'attendre de résoudre le problème par tous les problématiques, on aide les victimes, quoi. Vraiment les premières touchées, parce que quand ça va mal, en premier, c'est les femmes, quoi. Qui sont... Voilà, avant, c'était flou, quoi. Qui sont touchées par les violences. C'était des actions, prévention, etc. Mais là, c'est concret. Même si on fait de la prévention, on intervient dans les collèges et tout, il y a la parole, ça revient, ça parle, ça discute, etc. Et là, tu sens que tu fais des choses. Tu as un retour direct. Donc, nous, on souhaite défendre l'égalité, la mixité et lutter contre les dérives des ghettos. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on est là. Et j'espère que ce débat va bien se passer. Je suis contente qu'il y ait autant de monde ce soir. Donc, autant, de tout âge. Après, catégorie sociale, je ne peux pas juger comme ça. Donc, mais bon, je pense que voilà, c'est assez mixte, donc la mixité, quoi. Moi, je suis dans ce mouvement aujourd'hui parce que je me reconnais dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles qui vont se reconnaître dedans parce qu'on est là pour l'égalité et lutter contre les ghettos et ses dérives. Pourquoi aujourd'hui il y a ce déficit républicain parmi ces jeunes? C'est très intéressant le débat, la question que vous avez soulevée. Parce que si on revient au source du problème, je vais appeler un chat, même si ça en déplace certains ou certaines. Dans les années 60, nos parents c'était des indigènes. Dans les années 70, nos grands-frères c'était des bougnoux. Dans les années 80, c'était des potes. Dans les années 90, c'était des beurs. Et aujourd'hui, en fait, la question qui se pose chez certains jeunes qui sont de bonne foi, non pas les meneurs, c'est bon sang, bonsoir, quand est-ce que je vais être français à part entière et non pas entièrement à part? Quand est-ce que je vais arrêter de me sentir comme un extraterrestre et de croire que ma place elle est sur la Lune ou m'identifier au peuple palestinien parce que je souffre et ils souffrent? Vous voyez, là, ce que je viens de vous dire, c'est la source de la fracture. Ma mère, elle est algérienne, mon père est algérien. Donc moi, je suis une enfant de parents issus de l'immigration. Non, mais on est bien d'accord, mais je vais finir ce que j'ai à dire. Donc je le porte en moi, c'est difficile, d'accord? Mais pourquoi moi, j'aurais pas le droit de parler de la République? Même si on nous a fait du mal, comme tu disais, on nous a traités d'indigènes, il y a eu des massacres. Moi, mon grand-père, il s'est battu. Ma mère, elle s'est battue. Moi, je dis, la France, c'est une mosaïque. Il y a moi, française, issue de l'immigration, si on veut, parents issus de l'immigration, etc. Je porte en moi ma culture franco-algérienne et je vis bien avec. Et j'ai le droit de parler des valeurs de la République et je trouve ça pas indigne de parler de ces valeurs parce que la France, c'est mon pays et que je crois en ces valeurs. Simplement, en tant que féministe et en tant que femme, je ne pourrais jamais partager ce message véhiculé par les soumises qui consiste à quoi? À montrer des zones de la France qui seraient des zones d'arriération, de sexisme, dans une France tout autour qui est émancipée, égalitaire. Vous avez une véritable responsabilité dans tout un discours qui stigmatise les jeunes dans les quartiers. C'est mieux d'aller qu'on a dans les quartiers. Non mais c'est mieux de mais vous ne comprenez pas. Parler que la colonisation a des conséquences ici. Si aujourd'hui on a des réactions comme celle-ci, c'est parce que vous posez du tort, vous posez du
on continue à crever. Causer du tort en stigmatisant c'est mieux les jeunes. Mais laissez-les Arabes crever dans nos cités. Laissez-les les Arabes crever dans les cités, les plaques. Allez continuer à tenir ces discours de collange intellectuel. Refusez-vous dans les cités. Refusez dans les cités qu'il y ait des mouvements d'émancipation racistes. Voilà, après t'as toutes les cités comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'elles portent tous des noms de fleurs. La mienne, c'est Glaïeul, ta Capucine. C'est génial. Ils te mettent des noms de fleurs pour oublier ta misère. Là, t'as l'aire de jeu. Donc là, ils ont construit l'aire de jeu. Et derrière ce mur, il y a l'abattoir. Et dans cet abattoir, ils l'ont tellement bien entretenu qu'on a un système d'égout qui est le même. Et donc, du coup, nous, on a grandi avec les rats qui venaient de l'abattoir. Et quand je dis des rats, c'est pas des rats des petits, hein. C'est des gros rats parce que comme c'est l'abattoir, ils bouffaient des os, de la viande, ils étaient bien costauds. En fait, en type de rat, c'était des gros chats. Mais on a vécu avec des rats, des souris, tu vois. Et si c'était pas nos parents qui prenaient des mesures, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Et quand les flics débarquaient ou les CRS, quand ils avaient envie de taper de l'arabe, ils débarquaient ici. Et donc ils bouclaient là. Et les mecs, nous, les jeunes, à l'époque, on était jeunes, on s'amusait tous ensemble, garçons, filles, ici. Hein. Nous, ici, c'est une grande famille, on a tous grandi ensemble, on a tous galéré ensemble, les moments de bonheur, on les a partagés, les moments de malheur, malheureusement, on les a aussi partagés. Et donc, quand les flics ils débarquaient, qu'ils emmerdaient les mecs de la cité, par exemple, ben, voilà, hein. Moi, je sautais par la fenêtre, j'allais, puis un jour, j'ai mordu la cuisse d'un flic. Ben oui, on se défend comme on peut. Hein. Et hop, stop, ça y est. Bon, papa, on va. Fais gaffe. Allez, là. D'accord. Attention à toi. Voilà, allez, ouais, attention. Ouais. Et hop. Rappelle quand j'arrive à comme ça. Et hop. Allez, là-bas. En fait, dans l'analyse de la situation, de ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues, nous, on a retenu 3 paramètres qui pèsent aujourd'hui sur la situation. La première, c'est d'abord le chômage de masse qui, dans les années 90, a touché de plein fouet les quartiers. En l'occurrence, on avait quelque chose qui a changé de données. C'est la cellule familiale. Le père qui est tombé au chômage, donc demandeur d'emploi, et on a vu le fils confisquer l'autorité du père. Et donc, ça a changé le fonctionnement de la cellule familiale. Et en confisquant l'autorité du père, il est arrivé avec ses propres normes. Donc la loi du plus fort avec son corollaire qui est la loi du silence. Multiplier ça par différentes familles dans nos cités, c'est devenu la norme dans le quartier. La deuxième chose, c'est un paramètre qui est très important, c'est les discriminations. C'est le problème de notre République qui ne sait pas intégrer tous ses enfants et que le volet de la discrimination a été érigé en système dans notre pays. Et donc de fait, ça a des conséquences dans les comportements. Et le troisième paramètre, et moi je pense que c'est des paramètres qui pèsent très fortement, c'est l'émergence dans les années 90 des mouvances intégrées, ce qu'on a appelé communément l'islam des caves. Et très vite, on a eu une partie dans les années 90 de jeunes garçons, fragiles psychologiquement, en situation d'échec, de discrimination, d'exclusion, rentrer dans ces mouvances intégristes, changer de comportement en entendant les prêches très radicaux en direction des femmes, donc changer de comportement en direction de leurs sœurs et de leurs copines. Donc les interdits ont commencé à se mettre en place. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce stade-là. Aujourd'hui, ce sont plutôt des jeunes qui ont des bacs +5, +2, +5, et qui sont structurés dans leur pensée. Et donc qui donnent du contenu, je dirais, politique au discours qui est porté par ces prêches-là. Et donc, on a instrumentalisé politiquement l'islam. Quand on dit, par exemple, Naëm, t'es français, mais t'es pas français comme nous. Pourquoi je suis pas français comme vous? Mais tu vois bien ce que je veux dire, Naëm. T'es tunisien. Je leur dis, mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis moins français que toi? Parce que tes parents sont tunisiens. Et je lui dis, toi, tes parents, ou peut-être tes grands-parents, ou je sais pas, faut remonter jusqu'à quelle génération pour dire qu'on est français de souche alors? Donc moi, souvent, je l'entends, ça. Donc des jeunes qui entendent ça constamment, et ben, au bout d'un moment, ils disent, ok, au lieu de dire, non, je suis citoyen français, etc., et ils essaient de le revendiquer, ils vont dans un autre chemin en se disant, ok, je vais cultiver ça alors. Le droit à la différence, d'accord, mais je vais aller encore plus loin. Le droit à la différence qui glisse vers le repli communautaire. Et donc là où ils ne se sentent pas reconnus dans la société actuelle, là où le seul territoire où ils se sentent bien, c'est à l'intérieur de leur quartier, parce qu'à l'extérieur, on leur dit qu'ils ne sont pas comme les autres, et ben, ils essayent de revenir un peu, de comprendre leur origine,
culturelles et religieuses. Comme ils n'ont pas forcément les bons outils, ben, ils font un cocktail de tout ça, et puis il en ressort un peu ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Donc je pense que tout le monde est responsable, et je pense que maintenant, moi, mon rôle au sein du mouvement, c'est à la fois dans les quartiers évidemment dénoncer les choses, même à l'extérieur des quartiers, de dénoncer les choses, etc. Mais de faire comprendre à tout le monde que tout le monde a sa part de responsabilité. On ne peut pas dire que c'est la faute des jeunes. Les jeunes avec qui je grandissais, en gros, se cherchaient et ils se sont trouvés dans l'islam. Donc ils se sont mis à pratiquer. Jusque-là, si tu veux, la religion, c'était... on n'en parlait pas, quoi. On n'en parlait pas. Il y en avait quelques-uns qui faisaient le ramadan, d'autres pas. C'était vraiment quelque chose de complètement personnel. C'était pas un sujet dont on parlait. Et puis, petit à petit, c'est devenu le sujet de discussion numéro 1 entre nous. On parlait que de ça. Je sais qu'il y a eu... ils commençaient à se réunir, les mecs en premier, hein, commençaient à se réunir, ils commençaient à apprendre la prière, ils commençaient à lire le Coran, ils commençaient à avoir des référents un peu extérieurs, des gens qui venaient d'autres villes pour leur apprendre ce que c'était que l'islam et comment on le pratiquait. Et petit à petit, c'est devenu vraiment le sujet de conversation numéro 1. C'est-à-dire que tout ce qu'eux apprenaient, ils avaient envie aussi de nous l'enseigner. Donc au départ, ça se fait de façon normale, quoi, en sujet de conversation entre amis. On se retrouvait toujours... notre lieu de rendez-vous, c'était un arrêt de bus, un abribus en fait. Et donc, garçons et filles, hein, on se retrouvait là en fin de journée, le soir, on discutait. Et puis, petit à petit, c'est devenu assez pesant, tout simplement parce que ça a commencé à devenir des règles de vie. C'est-à-dire qu'on se disait plus bonjour, on se touchait plus pour se dire bonjour. Au départ, c'était on se serre la main, et puis après, c'était plus rien, quoi. Alors que j'ai toujours fait la bise aux gens pour leur dire bonjour, là, c'était fini. On abordait systématiquement des sujets de conversation. Il fallait faire attention aux mots qu'on utilisait. On ne pouvait plus dire « j'adore ceci, j'adore cela ». Non, il fallait dire, on ne pouvait adorer que Dieu. Donc c'était vraiment devenu le point central de nos relations. Et vraiment la question qui a fait que je ne me suis pas sentie concernée et je n'ai pas eu envie de rester avec eux et de les suivre, c'est la question de la femme. C'est qu'à un moment donné... moi, je posais toujours la question de pourquoi les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes règles à suivre, quoi. Pourquoi est-ce que les femmes doivent se voiler, par exemple, et pas les hommes? J'ai France Info, la copine, je te disais, en fait, suite à cet article, elle veut qu'on réagisse demain matin à 8h30. Ouais, regarde. Didier Lapéronie, regarde, d'un côté, il dit... Ce ne sont pas seulement les quartiers qui se replient, c'est aussi la société qui construit une représentation qui les rend extérieurs. Par contre, quand tu lui poses la question « Constatez-vous la présence de prosélytes et quel rôle tiennent-ils vraiment ?», il est plus ou moins prégnant et très ambivalent, le prosélyte. Après tout, les violences contre les filles sont plutôt le fait de petits caïds de quartier qui ne sont pas religieux. Et l'islam a aidé beaucoup de gamins à sortir de la délinquance. Les religieux, contrairement aux politiques, leur parlent comme à des gens respectables. Oui, mais il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Dans la rhétorique ambiante actuellement, quand on voit très bien, pour résumer un peu au bout, qu'est-ce qu'on... Nous, on dit, à l'Épute Soumise, nous dit une chose simple. On dit, oui, il faut se battre contre les discriminations, oui, il faut se battre contre l'exclusion, oui, il faut se battre pour le progrès, oui, il faut se battre pour... la transformation de la société. Oui. Mais nous, on dit à tout le monde que pour faire ça, on ne peut le faire qu'avec les armes de la République. Et les autres, ils les confinent dans cette fosse de liberté. Ils les envoient se battre, mais on les enlève les vraies armes. C'est une bataille perdue d'avance.
On lui dit la République, c'est des mots, de toute façon c'est un leurre. L'égalité, c'est du pipeau. La liberté, ça ne veut rien dire parce qu'après tout, on refuse votre liberté. Nous, on leur dit non. Si vous voulez changer les choses, si vous voulez réellement sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est en utilisant les armes de la République, les armes de la démocratie. Justement en utilisant la laïcité, l'égalité, la liberté et les valeurs de la République. Dans un premier temps, ce qui m'avait en fait plu dans le mouvement Ni Pute Ni Soumise, c'était l'aspect citoyen. Donc finalement, je m'y suis engagée par un peu idéologie, quoi. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi dans mon milieu personnel qui a fait que ça a appuyé en fait mon engagement dans ce mouvement, parce qu'en fait j'ai ma sœur, avec qui je m'entendais très bien, qui en fait a pris l'initiative un peu du jour au lendemain, de manière assez surprenante en fait, de porter le voile. Et alors je dis ça comme ça, porter le voile c'est pas de n'importe quelle façon, parce que nous on est d'origine d'Afrique du Nord, et si tu veux, la façon de porter le voile, en fait, en Afrique du Nord, enfin moi je vois mes tantes, elles ont simplement une espèce de petit fichu sur la tête. Mais elle, en fait, elle a carrément mis, tu vois, le grand hijab, la burqa, avec son petit foulard qui lui cache même le visage, quoi. Elle met des gants. Il ne faut absolument pas qu'on voit une seule partie de sa peau, donc elle met des grandes chaussettes, tu vois, des gants, et vraiment rien sur le visage quand elle sort ou quand elle est dans un espace avec des gens. Puis en fait, moi ça m'a choquée parce que ma sœur au départ c'est une fille, on habite dans un petit quartier qui vivait plutôt comme toutes les jeunes filles plus ou moins émancipées du quartier, qui portaient des jeans, des décolletés quand elle partait un petit peu plus loin du quartier. C'est la fille qui montait un peu des petits plans aux parents pour sortir. Enfin, tu vois, elle était dans un lycée. Voilà, c'était quelqu'un de très vive, tu vois, qui était très séductrice, qui est très très mignonne, qui adorait, tu vois, qui adorait sortir, aller au contact des gens et tout. Donc moi, si tu veux, la première fois que je l'ai vue habillée comme ça m'a vraiment choquée à un point. Enfin, ça m'a renvoyé à moi-même une énorme culpabilité, parce que je me suis dit mince, moi déjà en plus je suis partie de chez moi, j'étais jeune, donc je vivais plus avec elle. Et je la voyais plus tous les jours comme si on vivait ensemble. Donc je me disais mince, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma sœur pour qu'elle en arrive à ce point-là? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a manqué? De quoi elle a pu manquer? Qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire en mettant, tu vois, en s'investissant dans la religion d'une façon aussi extrême? Qu'est-ce qui lui arrive? Ce qui m'emmerde avec ce voile, c'est que en fait, il m'empêche de rentrer en contact avec ma sœur, avec ma vraie sœur. En fait, c'est que je crois qu'elle oublie avant tout que, tu vois, que c'est une femme et qu'elle peut évoluer d'une autre manière et qu'elle peut surtout s'épanouir, et que là, elle est en train de s'enfermer. Et puis voilà, quoi, moi, ça me fait chier, quoi, parce que je la retrouve pas, quoi. J'aimerais bien la retrouver, quoi. Ils sont en train je sais pas, c'est en train de dévaster, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même un phénomène qui est très très dangereux, parce que ça altère les relations familiales, ça coupe les gens des relations amicales, en fait ça désocialise complètement les femmes, quoi. Et le pire, c'est qu'elles sont tellement persuadées qu'elles sont dans le bon, qu'elles sont dans le juste, et que je sais pas, ça me paraît complètement d'un autre temps, quoi. Alors il faut savoir que sur les associations et les mouvances intégristes qui existent à Trappes, nous on a été faire un débat là-bas. Alors je vous donne l'anecdote parce que c'est assez marrant. Quand on a été invités pour faire un débat là-bas,
Donc on nous a invités, on a été, il y a beaucoup de monde, on a eu beaucoup de discussions. Et à un moment dans le débat, on a vu des filles rentrer qui étaient complètement voilées, burqa, pour être très clair, qui portaient la burqa. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, sur la position du mouvement par rapport au voile, et encore pire par rapport à la burqa, on est définitivement contre. Donc du coup, parce que justement c'est cet outil d'oppression. Et donc du coup après, 15 jours après, l'association des musulmans de Trappes, le président en tant que tel, d'abord, il m'a condamné à mort, ce qui est très intéressant. Et la deuxième chose surtout, c'est qu'il a organisé une contre-manif et il s'est ramené avec 150 filles qui portaient la burqa au cœur de l'hôtel de ville. C'est pour ça qu'on parle, nous, de soldats et de soldates du fascisme vert. C'est pas des paroles en l'air. On connaît bien la réalité, on les connaît même tellement bien qu'on les affronte directement, nous, sur le terrain. Et ce qui est intéressant à voir, par ailleurs, c'est que concrètement, dans les cités, ils sont devenus des alliés objectifs. Vous avez 3 alliés objectifs qui ne peuvent pas sentir le mouvement Ni pute ni soumise. Alors, et pourtant, c'est un mouvement mixte. Je veux dire, les hommes sont aussi, les garçons sont aussi dans le mouvement. Nous avons 3 alliés objectifs sur le terrain, dans les cités. Ceux qui sont dans des économies parallèles, normal, on les dénonce. Ceux qui sont à l'extrême droite, normal, nous les combattons. Et ceux qui sont dans les mouvances intégristes, normal, nous les combattons. Moi, je n'accepterai pas, je suis militante des droits de l'homme depuis très longtemps. J'ai un engagement, pour ceux qui ont lu mon livre, depuis l'âge de 14 ans. Donc, je combats toutes les formes d'oppression et toutes les formes d'injustice. Je n'accepterai pas que dans mon pays, par exemple, on assoie idéologiquement l'antisémitisme. Je combats fermement. Ah oui, mais c'est assis par les intégristes. C'est une réalité. C'est une réalité. Non, c'est... bien sûr. Le fondement des deux le fondement de l'intégrisme, il y a 2 choses, 2 thématiques qui reviennent systématiquement. Sur l'intégrisme islamique, je parle. L'antisémitisme, comme par hasard, ça c'est prioritaire chez eux, et la femme. J'ai très envie, depuis la naissance de Ni pute ni soumise, j'ai très envie de pouvoir dire publiquement mon admiration et mon respect et mon sentiment très fort, à mes yeux, que cette association qui s'est levée, n'est-ce pas, toutes ces femmes, ces hommes aussi, qui se sont levés pour dire non, incarne à mes yeux les lumières. Incarne à mes yeux les valeurs fondamentales de la République que j'aime. Incarne à mes yeux la résistance. Et c'est dur, la résistance. C'est dur de dire non. On n'est plus habitué à dire non. Et donc, j'ai très vite remarqué, en lisant les premiers comptes rendus sur leur réunion de la Sorbonne, etc., que les valeurs qu'elle défendait étaient en péril, à mes yeux, et en péril en partie du fait de la mollesse républicaine, et qu'il fallait absolument relayer leur discours, les aider autant que faire se peut, parce qu'on ne peut pas se substituer à Ni pute ni soumise. Pour aller parler dans les quartiers difficiles, dans les banlieues, il faut que ce soit des femmes, des quartiers difficiles et des banlieues qui le fassent. La loi prévoit d'interdire dans les écoles, les collèges et les lycées publics les signes et tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse des élèves. Elle sera appliquée à la rentrée 2004. Olivier Bossuet nous dit qu'il est pour l'égalité des hommes et des femmes. Ça, on est d'accord. Et que cette égalité, elle est loin d'être appliquée en France et que le mouvement Ni pute ni soumise, donc vous notamment, faites en sorte que... Sauf que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que médiatiquement, Ni pute ni soumise sert à justifier, à légitimer des actes islamophobes qui ont lieu. Parce qu'on nous dit aussi, parce qu'on nous dit Samira Belil et Loubna Méliane et Fadela Amara nous disent qu'on vous voile de force. Donc vous êtes une aliénée, vous n'êtes pas capable de réfléchir toute seule. Vous, celle qui avait été grandie, qui avait été élevée par l'école de la République, vous êtes débile, pour reprendre le terme de votre collègue, vous êtes débile. Mais non, aujourd'hui je réfléchis par moi-même. Je suis étudiante, j'habite sur Lyon, je n'habite pas avec mes parents. Ça fait 2 ans, rien n'a fait que mon foulard soit enlevé. Et ça, j'aimerais que vous le respectiez. Ça veut dire que votre combat, il est juste. Mais ne faites pas d'amalgame. Simplement. Pour finir,
Je me souviens pas du prénom de la jeune fille qui a un pull rose. Vous nous dites que... Samira. Samira, excusez-moi. Vous faites en sorte que dans les quartiers, les jeunes filles puissent s'habiller comme elles veulent. Qu'elles veulent mettre un boom short ou une jupe longue. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'aujourd'hui, Samira, il y a des jeunes filles qui veulent être voilées et le gouvernement va leur interdire de l'être. Elle est où la liberté, s'il vous plaît? Elle est où la liberté, s'il vous plaît? Ne me dites pas non. Madame Gauthier nous dit qu'elle est contre cette loi. Quelle loi, s'il vous plaît? Une loi islamophobe, une loi liberticide, une loi discriminante et qui fait honte à la France. En tant que citoyenne française, j'ai honte de cette loi. J'ai honte. Et simplement, je préciserai que je me sens française, totalement française. Et que c'est pour ça que ce sentiment de honte, il est d'autant plus fort. Je suis profondément convaincue que le voile est un outil d'oppression en direction des femmes et que c'est le seul d'illumination des femmes. Il pose d'entrée l'apartheid sexiste. J'en parle facilement parce que je suis musulmane pratiquante et je ne porte pas le voile et je refuserai catégoriquement toujours de porter le voile. Parce que je pense qu'à un moment donné, derrière cette histoire de voile, on pose un projet de société qui sépare les hommes et les femmes. Et en cela, je ne suis pas d'accord et qui octroie aux hommes beaucoup plus de droits que par rapport aux femmes. Mais j'aimerais aussi dire la chose suivante et faire cette déclaration qui me semble quand même importante. Le voile est interdit dans notre école républicaine et dans le service public. À l'extérieur, c'est autre chose. Parce que je sais bien que les intégristes, entre autres, utilisent cet argument en disant c'est l'interdiction totale. C'est l'interdiction totale. Et c'est une façon d'instrumentaliser, de manipuler les jeunes dans les quartiers. Et de leur dire, regardez, ils n'ont pas voulu vos parents, ils ne vous veulent pas vous parce qu'il y a trop de discrimination, qu'elle soit sociale ou ethnique par ailleurs, parce que ça aussi ça existe. Et bien maintenant ils touchent à votre religion, ils ne veulent même pas que vous pratiquiez votre religion. Mais en même temps, je le dis comme je le pense. On n'est pas là non plus, le mouvement Ni Pute Ni Soumise, et c'est la responsable qui le dit, pour asseoir un discours anti-musulman. Comme on a combattu toutes les formes d'antisémitisme, toutes les formes de racisme, toutes les formes de xénophobie, toutes les formes de discrimination, nous combattrons aussi ce racisme anti-musulman. Moi, je me battrai pour ma femme qui veut enlever son voile alors que son père ne nous a pas. Je me battrai pour elle. Et je me battrai pour ceux-là qui veulent porter le voile. C'est ça pour moi le féminisme. C'est ça le féminisme. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Allez, j'ai honte d'être arabe, ça va pas la tête. Laissez-nous tranquille avec le foulard. Arrêtez avec votre foulard. Si vous avez des problèmes avec vos pères, vos parents, nous on n'a pas de problème. Mais c'est vous qui déjà. هو من بهدينه انت يا ني الاخر ني الاخر l'islam c'est le musulman, c'est le comportement. Vous dites vous avez pas peur, je vous dis Mixité, laïcité, égalité, moi j'ai envie d'en faire une chanson et de le crier tous les jours, tous les matins, chaque fois que je me lève. Dans mon petite résidence étudiante, tellement ce sont des mots qui évoquent pour moi des tas de choses, qui sont des mots pleins de force. Quand je voyais ce qui se passe, que ce soit à la télé ou que ce soit même dans mon entourage propre, j'ai toujours été favorable à une loi. Pourquoi? Parce que j'imaginais que ces jeunes filles, c'était pas simplement un morceau de tissu qu'elles faisaient rentrer dans l'établissement scolaire, c'était aussi des valeurs. Et que ces valeurs-là ne sont pas simplement défendues par un voile. Les garçons qui défendent ces mêmes idées ne portent pas de voile. Et on ne va pas leur interdire de quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas un morceau de tissu sur la tête. Donc ce sont bien les valeurs qu'on attaque, pas le morceau de tissu. Ce qui fait que je savais très bien qu'à un moment ou à un autre, ces jeunes filles et ces jeunes garçons allaient aller encore plus loin. Parfois, ce n'est pas d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. C'est des gens de l'extérieur qui testent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils testent, la République, qui ont envie, ils ont une image de la société française qu'ils voudraient changer, qui voudraient leur propre image de la société. Et ben, ça passe par le biais aussi de l'éducation. Ça passe aussi par là. Ce qui fait que après, quand on remet en question les cours d'histoire, quand on n'a plus envie d'aller à la piscine, parce que c'est impudique pour une fille de se mettre en maillot de bain, parce que on va plus en cours de biologie, parce que voilà, le cours sur l'éducation sexuelle, c'est assez, voilà, il y a la pudeur, etc. C'est là que c'est dangereux. Faut arrêter. La religion, ça se discute à la mosquée. C'est une affaire très personnelle, et c'est précisément pour cette raison-là que j'ai choisi la France. Bravo. Alors, la laïcité est une spécificité française. Je viens dans un pays qui est l'Algérie, et je n'oublie pas que des femmes sont mortes et continuent à mourir. Oui, le voile, c'est une aliénation. Oui, le voile, c'est la soumission à l'homme. Parce que
que nous sommes un corps, parce que le corps doit être caché. Alors vous, messieurs les hommes, si nos corps vous dérangent, cachez-vous. Mais nous ne nous cacherons pas. Encore moins en France. Encore moins en France. Il y a des filles voilées dans cette salle et je voudrais dire aussi en direction de ces femmes-là avec lesquelles nous sommes de toute façon d'accord pour dialoguer et discuter, et parce qu'on discute du fond et qu'on discute de ce que c'est aujourd'hui l'égalité, l'émancipation et la liberté, et que ce sont des choses très importantes et qui nécessitent ô combien la discussion. Je voudrais dire que moi, dans ma conscience de femme, je me sens une responsabilité, pardon de le dire comme ça, même si c'est un peu emphatique, c'est qu'aujourd'hui ces femmes portent le voile. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, elles n'auront plus du tout envie de le porter. Et je ne veux pas qu'à ce moment-là, elles se disent, finalement, à une époque où nos droits étaient menacés, il y en avait qui ont pris ça à la légère et qui se sont dit, après tout, c'est leur problème, ce sont des musulmanes, ce sont des arabes, ce sont des femmes pas comme nous, laissons-les faire comme elles veulent. Moi, je dis, nous sommes toutes françaises, nous avons toutes droit exactement au même statut, au même fondement, au même respect, à la même égalité. Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais dire, moi, je suis athée, puisque j'ai vu personne dans la salle le dire. J'en suis fière. La religion, c'est personnel aux personnes, de toute façon. Et je voulais parler d'un truc dans les cités. On parle de légalisation des sexes, mais c'est faux. C'est complètement faux. Quand on voit le soir les jeunes dehors, on regarde, il n'y a que des garçons. Il n'y a pas une seule fille. Les filles, elles restent chez elles, à la maison, devant la télé. Il n'y en a pas une qui sort. Les mecs qui sont dehors, s'il y en a une qui sort, c'est une pute. Et je le dis bien haut. Si le soir qu'elle passe en jupe, le soir, ou quel que soit l'habit, elle va se faire traiter, alors qu'il n'y a que des mecs dehors. Et je trouve pas ça normal du tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ce qui m'importe, moi, c'est que même les lascars, ce qu'on appelle les lascars des cités, ils parlent et ils vomissent la rage qu'ils ont. Oui, c'est voilà, très important. Tous les mecs des cités, tu vois, que je rencontre, qui me disent Fadela, ils nous ont discriminés, Fadela, c'est la justice sociale, Fadela, j'en ai marre, Fadela, rien à foutre de cette république de merde qui m'a trahi, etc. Je veux qu'ils s'expriment en débat ici. C'est important qu'on les entende dans la souffrance qu'ils portent depuis longtemps. À partir de là, après, c'est comment on les organise, eux, pour qu'ils rentrent dans des dynamiques et des processus d'émancipation. Dans un cadre républicain et laïque, et non pas dans un repli communautaire et comme par hasard avec une appartenance à un groupe islamiste. Je suis un tout petit peu gênée. Arrêtez de dire que vous êtes musulmane pratiquante, ça n'intéresse personne. Et oui, mais c'est ça qui me gêne. Je vais vous dire pourquoi je le dis. Je le dis parce que c'est de tous les débats que je fais. Mais je vais vous dire, je sais, je comprends. Non mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une sorte d'instrumentalisation et de manipulation sur le débat musulman, sur l'islam. Je ne veux pas laisser... Non, mais je sais, ça fait 15 ans que je porte une fatwa dans la tête, moi ça me gêne pas. Donc je ne veux pas laisser le débat sur l'islam aux intégrés. Ce n'est pas vrai. La grande majorité des musulmans vivent tranquillement et sereinement comme nos parents, comme ce qu'ils nous ont transmis. Nous, alhamdoulilah, on a appris à lire, donc on a appris un peu plus. Point. C'est tout. Moi, je sais que je continuerai à mener ces combats-là avec toutes les filles et les garçons de ce mouvement. Je le fais parce que c'est nécessaire et je le fais surtout parce que je le vois tous les jours, maintenant qu'on fait des débats dans toute la France, que le soutien des citoyens est vraiment profond. On est souvent invité chez les habitants, aidé par les gens, c'est important. Rien que pour ça, sincèrement, je ne baisserai pas les bras, je continue à donner de la voix, et quelles que soient les conséquences. Parce que moi, je ne veux rien d'autre, sincèrement, je ne veux rien d'autre qu'une société où la seule chose qui vaille, qui compte, le progrès des consciences et rien d'autre. Ça veut dire que ni pute ni soumise, avec ce qu'il a fait, libérer la parole, etc., dans les cités concrètement, ça se voit. On a provoqué le débat à l'intérieur des cellules familiales, on a provoqué le débat dans la cité. Donc on existe dans la cité. Et ça, c'est très important. Vous avez des filles et des mecs aujourd'hui dans les quartiers qui s'affirment ni putes ni soumises. C'est devenu une référence, c'est devenu une identité. Une identité, comme par hasard, qui ressemble étrangement à une définition de résistance à l'oppression
globale qui existe dans les quartiers et toutes les formes de pression d'où qu'elles viennent. Et pour moi, c'est une des plus grandes victoires qu'on a réussi. C'est une des plus grandes victoires. On n'en mesure pas encore une fois les conséquences, mais c'est déjà un prémisse qui existe, c'est déjà une dynamique qui existe, c'est déjà palpable sur le terrain, et c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'après, une fois qu'on a lancé ça, ça peut qu'évoluer. Et à mon avis, je crois que les politiques, encore une fois, auront une grande responsabilité historique, que s'ils s'approprient aussi ce débat-là, et que s'ils accompagnent aussi ce discours émancipateur d'individus, notamment pour ceux qui habitent ces quartiers-là, que s'ils les accompagnent justement dans la continuité de ce processus d'émancipation. Une question qui m'a été posée par un journaliste à l'occasion des Mariannes, justement, où on avait cette fameuse exposition donc, à l'Assemblée nationale. Il m'avait dit, bon, maintenant qu'elles sont accrochées, qu'est-ce que vous attendez? Moi, j'ai tout simplement répondu que maintenant qu'on les a accrochées, ce qui m'intéresse aussi, peut-être que ça sera aussi une des réussites du mouvement Ni Putes Ni Soumises, c'est que ces jeunes femmes-là, issues de ces quartiers de toutes origines, eh ben, elles rentrent à l'Assemblée nationale et qu'elles aient des responsabilités politiques. Ça aussi, ça fait partie aussi du combat qu'on mène. Moi, je trouve très intéressant aujourd'hui, par exemple, que des jeunes qui sont des quartiers, qui soient issus de l'immigration ou pas, des hommes et des femmes, ils prennent des mandats politiques pour au moins prendre des responsabilités, qu'on leur laisse aussi cette possibilité-là. L'opinion publique est prête, sauf que je constate, moi, que c'est les partis politiques qui ne le sont pas, encore une fois. Ce qui me fait dire, par ailleurs, que nos partis politiques sont un peu en retard sur la volonté qu'ont le peuple. Et jusqu'à nouvel ordre, pour moi en tout cas, c'est ça, la démocratie chez moi, c'est que le peuple est souverain. Donc j'espère qu'un jour ou l'autre, nos partis politiques entendront la volonté du peuple. Je crois vraiment que je serai un jour prix Nobel de la paix.